cette espèce de cohérence qui permet de se dire, voilà, chacun gagne en compétences, chacun progresse parce qu'il y a un de ses chefs qui, à un moment, s'est occupé de lui et a cherché à exploiter au mieux ses capacités. Et je pense que ça, c'est important qu'à chaque étape de la vie d'un cadre, aussi d'un soin, on soit capable de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire des hommes qui sont confiés, Et en fait, je pense qu'il faut se dire deux choses. C'est un, il faut que je me prépare à partir au combat avec eux. Donc ça, c'est l'adhésion, puis c'est aussi la capacité technique et tactique à pouvoir partir au combat. Et deux, c'est de se dire, je prépare la relève. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le colonel Delcourt, chef de corps du RICM, le régiment d'infanterie chars de marine basé à Poitiers. Avec lui, nous allons découvrir l'histoire et les missions de cette unité qui détient le prestigieux titre du régiment le plus décoré de France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc je suis le colonel Delcourt, je commande maintenant le régiment d'infanterie chars de marine depuis presque 2 ans. C'est un régiment dans lequel j'ai servi déjà à plusieurs reprises puisque j'étais chef de peloton dans les années 2000 et j'ai été chef du bureau opération instruction entre 2018 et 2020. Donc c'est un régiment que je commence à bien connaître, même si c'est dans quelques semaines la fin de mon temps de commandement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pour commencer de l'histoire de ce régiment et de l'importance de l'histoire pour ce régiment aussi ? Alors le régiment, c'est un régiment qui a une riche histoire, même si son histoire, elle repose sur une centaine d'années, parce qu'il a été créé en 1915 au Maroc, et très rapidement il est engagé dans les conflits de la Première Guerre mondiale. Il participe à pas mal de combats qu'on connaît bien, au combat sur la Marne, au combat de Verdun, au combat de la Malmaison lors de la Première Guerre mondiale. Et il fait surtout son fait d'armes le plus important, et où il se démarque et où il commence à écrire son histoire, c'est les combats de la reprise du fort de Douaumont en octobre 1916, où il reprend le fort de Douaumont qui était tenu par les Allemands et qui donc, du coup devient le haut fait d'armes du régiment et qui est maintenant devenu la fête régimentaire. Donc du coup le régiment sort de la Première Guerre mondiale avec un couvert de gloire parce qu'il a été engagé dans de nombreux combats. Il sort comme étant le drapeau le plus décoré de l'armée française en 1918. Rapidement, le régiment est envoyé en Afrique du Nord pour mater quelques rébellions. Il revient en France juste au début de la Deuxième Guerre mondiale et là, il se démarque par les combats qu'il a pu mener dans la région d'Amboise, sur la Loire, en juin 1940. Donc on était à peu près il a procédé à peu près au même combat que les cadets de Saumur qui ont combattu du 20 au 23 juin sur la Loire, et le régiment faisait la même chose un peu plus à l'est, dans la région d'Amboise, donc juste après Tours. Cessez-le-feu en juin 1940, le régiment se réorganise en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il change de spécialité. Au début, il était un régiment plutôt dans le domaine de l'infanterie. Il devient un régiment de reconnaissance de la division, de la 3e division. Et à ce titre, il débarque en août 1944 en Provence. Et ensuite participe à toute la campagne de la libération. Il contribue à la libération de Toulon, il contribue à la libération de Marseille, il remonte toute la vallée du Rhône, il libère une partie de l'Alsace, et il se démarque surtout en arrivant en tête des forces alliées sur le Rhin en novembre 1944, et c'est à ce moment-là que le fanion du 3e escadron est trempé dans le Rhin, et cette image d'unité alliée qui trompe son fanion dans le Rhin fait la une du Time, et du coup continue à faire la renommée du régiment. Très rapidement, on engage le régiment dans la guerre d'Indochine. Donc là, il y a un régiment qui pourra compter jusqu'à 11 escadrons, avec des escadrons de pied complètement différents, des escadrons de logistique, des escadrons de chars, des escadrons de force à pied et des escadrons de vedettes qui vont combattre durant toute la guerre d'Indochine. Ils vont se distinguer notamment dans toute la guerre des vedettes fluviales sur les différents fleuves d'Indochine. Et ils vont se distinguer jusqu'à la fin des dernières grosses opérations parce que le régiment avait un peloton qui était engagé dans la bataille du Dien Bien Phu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un escadron de chars qui était engagé dans la bataille du Dien Bien Phu, qui était commandé par le capitaine Hervouet du 1er régiment de chasseurs. Et dans cet escadron, vous aviez 3 pelotons, dont un du régiment d'infanterie chars de marine, qui était sur M24 Chaffee et qui s'est battu contre le Viet Minh quasiment jusqu'à la fin de la bataille du Dien Bien Phu. Après l'Indochine, rapidement, le régiment part en Algérie où il continue à combattre dans différentes situations.
Retour de la guerre d'Indochine, il s'installe à Vannes dans les années 60. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se professionnaliser et puis du coup être engagé dans les conflits qu'on appelle les conflits contemporains, qui sont le Tchad, le Liban, les conflits en Afrique, en Asie et tout le reste. Et donc quand on regarde un peu toute l'histoire du régiment dans ces années-là, c'est effectivement c'est l'engagement du régiment au sein de l'opération TACO dans les années 78, donc au Tchad, où le régiment, aux côtés d'autres régiments professionnalisés, se bat contre différents mouvements rebelles. C'est l'engagement également du régiment dans les toutes premières heures de la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au Liban, dans les années 78, où très rapidement il perd des marsouins, dont le deuxième casque-bleu français qui meurt au Liban pour la France sous bannière ONU dans les combats de tir en mai 78. Et ensuite il est engagé donc, dans différentes opérations, donc, notamment dans les Balkans. Il a été engagé ensuite en Côte d'Ivoire, qui était une opération très marquante pour le régiment, puisqu'il connaît, il subit le bombardement de Bouaké en novembre 2004, où il perd 5 de ses sous-officiers ou de ses militaires du rang. Il est également engagé en Afghanistan. Il participe à tous les combats des opérations Serval et Barkhane. Et puis il a encore été engagé jusqu'à récemment au Liban, à plusieurs reprises, que ce soit sous mandat de l'ONU ou au large du Liban, pour éventuellement évacuer les ressortissants français, comme ça a été le cas en novembre 2023. Et on a pu recevoir dans un autre épisode du podcast l'un de vos lieutenants, vos jeunes lieutenants, qui raconte un petit peu son passage au Liban et qui donne des éléments pour comprendre un petit peu le quotidien d'un officier là-bas et d'un marsouin aussi. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs, au Liban, on est revenu en juillet dernier, donc juillet 2023 du Liban. On était au Liban le 7 avril 2023. Et si on calcule bien, 7 avril plus 6 mois, on arrive au 7 octobre 2023, qui est la date que tout le monde connaît. Pour autant, donc ce 7 avril 2023, on a connu une flambée de violence, parce que ce jour-là a été tirée la plus grosse salve de roquettes entre le Liban et Israël depuis les années 2006, depuis 2006. Et quand on analyse les faits, on s'est dit, c'est pas possible que ce soit le Hezbollah qui ait lancé ces roquettes vers le Liban. On s'est dit, vu la situation, vu où les roquettes ont été tirées, sans certitude, on imaginait déjà bien que c'était des Palestiniens qui, depuis le sud du Liban, un peu couverts par le Hezbollah, et puis tiraient des roquettes vers Israël. On n'en était pas complètement certain. Et puis finalement, 6 mois après, on se dit, finalement, c'était peut-être les prémices d'une recomposition des alliances entre des mouvements qui sont quand même complètement différents. Le Hamas, c'est pas le Hezbollah, mais en fait, c'est sur cette recomposition des alliances. Et en fait, on a vu les prémices en avril 2023, et en fait, on a vu sa réduction concrète et à puissance 10 000 le 7 octobre 2023. Ouais. C'est vrai que cette zone géographique il y a un chaos depuis très longtemps, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au final. Et quand on voit le temps médiatique et le temps des opérations ou le temps historique, c'est carrément pas la même chose. Vous, justement, en tant qu'officier et ayant été sur place dans des endroits comme ceux-ci et en ayant aussi l'héritage derrière vous de tous ces conflits, quel regard vous portez, vous, de façon assez générale, sur l'actualité, sans entrer dans les détails, mais en tout cas, de quel regard vous portez, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous allumez la télé ou la radio et vous entendez tout ce qui se passe aujourd'hui, ou comment c'est perçu par les gens surtout? Oui, alors on perçoit ça de façon... donc déjà, je pense que c'est vraiment des choses individuelles. Chacun a une perception un peu qui est propre à son métier, mais aussi propre à sa formation, propre à son appétence pour les sujets de géopolitique, de stratégie ou du reste. Donc ça, je pense que chacun a une perception particulière. Pour autant, je pense que la question qu'on peut se poser, c'est on est toujours en train de regarder vers l'arrière, mais toujours également vers l'avant. Et en fait, la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, est-ce que du 24 février 2022 ou du 7 octobre 2023, quelle est vraiment la date charnière qui va faire basculer le monde d'un équilibre à un autre? Qui aurait pu imaginer que le 7 octobre 2023, le Hamas rentre avec des centaines ou des milliers de combattants en Israël, fasse ce qui se passe, et avec la réaction qui est eu derrière, aussi bien d'un point de vue militaire que d'un point de vue diplomatique, que d'un point de vue humanitaire, tout le reste. Et pour autant, quel poids on peut donner à ce qui s'est passé en Ukraine en février 2022 et en octobre 2023. Donc tout coup, on se pose quand même des questions. Ce vers quoi la France pourrait intervenir,
Voilà, la France, on a des liens quand même très particuliers avec le Liban. Il y a beaucoup de la diaspora libanaise en France, c'est très importante. On a des liens particuliers avec pas mal de pays de la région. Et donc, du coup, et ces pays-là ne sont pas forcément en bonne entente actuellement. Donc, du coup, nous, notre métier, c'est sûrement de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et dans quoi on va pouvoir être engagé dans quelques temps. Et donc, du coup, c'est soit peut-être à avoir une finule qui a un mandat à renouveler parce que on va se rendre compte que ce mandat n'est pas adapté. Donc, du coup, les discussions au niveau politique changent le mandat de la finule. Et du coup, la France décide ou pas de rajouter des forces, de changer son dispositif, d'avoir une attitude un peu différente. Donc, du coup, on est plus à se dire, par rapport à ce qu'on a vu à très court terme, quels pourraient être les prochains engagements de la France. Et ces prochains engagements, en fait, nous, on les décline au niveau militaire avec des entraînements, avec des capacités qu'il faut continuer à travailler, à acquérir pour pouvoir être vraiment efficace sans trop de difficultés. Hein. Et alors justement, en parlant d'entraînement, de préparation, ces 2 dernières années, c'est quoi le bilan que vous dressez de tout ça ? Comment vous avez axé cette préparation et cette anticipation aussi quelque part de ces conflits Alors, cette préparation, elle est d'abord, avant tout, technique. Voilà, on reçoit des nouveaux matériels, vraiment de nouvelles générations qu'il va falloir apprendre à utiliser, qu'il va falloir apprendre à apprivoiser, qu'il va falloir surtout apprendre à dominer pour en exploiter toutes les compétences. Et donc ça va du nouveau fusil de tir de précision, c'est le nouveau missile moyenne portée, c'est les nouveaux drones qu'on met en œuvre, c'est le Jaguar qu'on a touché au régiment donc il y a maintenant quelques mois, ce qui va remplacer la MX-IRC, donc qui est vraiment le renouvellement du segment médian de l'armée de terre, c'est essentiellement le Jaguar avec des capacités qui sont hors normes par rapport à ce qu'on a connu avant en termes de mobilité, en termes de protection et dans quelques temps en termes d'agression. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, donc déjà, il faut qu'on continue à se l'approprier d'un point de vue technique. Voilà, donc du coup, on travaille, on s'entraîne, on drill certaines choses. Et après, une fois qu'on a la base technique, il faut transformer ça en base tactique. Et du coup, c'est intégrer tous les effets qui sont produits par les différents matériels pour pouvoir être efficace sur le champ de bataille. Et en termes de préparation, on a quand même de très bons outils au sein de l'armée de terre qui sont les centres d'entraînement spécialisés, qui sont soit AMAI, centre d'entraînement au combat, qui permet d'apprendre à combattre face à un ennemi qui est à peu près du même volume que nous, avec les mêmes capacités. Et donc, du coup, qui a des capacités de mouillage, qui a des capacités de drone, qui a des capacités d'artillerie longue portée, et de contre qui on se bat donc plutôt dans la région de Mailly. Et autrement, vous avez un autre centre qui a le centre d'entraînement en zone urbaine, qui est à Sissonne, et dans lequel on est plutôt sur un milieu plutôt fermé, la zone urbaine. Alors après, ça peut être les approches de la ville, ça peut être un centre-ville, ça peut être une zone commerciale, ça peut être une zone résidentielle, dans laquelle on apprend aussi à se battre avec toutes les capacités qui nous sont offertes, et dans un cadre interarmes. C'est-à-dire que nous, quand on est en régiment, on a plutôt tendance à s'entraîner avec les équipages Jaguar, les patrouilles VBL, et tout ça au niveau peloton, voire escadron. Quand on arrive dans ces centres d'entraînement spécialisés, on travaille avec l'artillerie, on travaille avec le génie, on travaille avec l'infanterie, on travaille avec la guerre électronique, on travaille éventuellement avec les éléments de NBC, donc nucléaire, bactériologique, chimique, on travaille avec les éléments logistiques, qui permet en fait de faire travailler tout le monde, de décupler un petit peu les effets, puis d'être certain que quand on va devoir s'engager avec une structure ad hoc qui sera adaptée à la menace à laquelle on va devoir faire face, et ça nous permet d'être sûr d'être prêt au combat. Donc ça, c'est la partie un peu générique de l'armée de terre. Et nous, en tant que régiment qui fait partie de la 9e brigade d'infanterie de marine, on a une spécificité amphibie qui nous décide de travailler dans un cadre qui n'est pas interarmes, mais interarmée. Et du coup, généralement, on fait beaucoup d'entraînements avec la marine nationale, notamment sur les portes hélicoptères amphibies, qui sont donc des gros bâtiments de 200 mètres dans lesquels on intègre au sein d'un bâtiment de la marine nationale des capacités qui sont déjà celles de la marine, donc des plongeurs, des mineurs, des commandos et d'autres capacités, et les capacités de l'armée de terre, donc des hélicoptères, des postes de commandement, des capacités un peu dans tous les domaines, infanterie, blindés, génie et artillerie. Ouais, donc ça par exemple, on a fait un exercice de ce type. On est parti donc à notre tour de projection donc en milieu d'année. On est parti en octobre réaliser le premier exercice amphibie de l'Union européenne qui s'appelait MILEX. Et donc c'est un exercice qu'on a fait avec surtout les Espagnols, un petit peu les Italiens, les Portugais, et puis quelques d'autres pays qui donnaient des capacités un peu plus petites, mais qu'on a fait donc, dans la région de Rota, donc au sud-ouest de l'Espagne, sur la côte atlantique, et qui a permis d'essayer de générer une force amphibie sous badian Union européenne
qui était apte à mener une opération de type plutôt évacuation de ressortissants ou stabilisation au sud de l'Espagne. On a pu embarquer il y a quelques temps sur la mission Jeanne d'Arc, et donc du coup on a pu voir un peu le combat amphibie, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas c'était qu'une composante infanterie, il n'y avait pas de composante cavalerie. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors la mission Jeanne d'Arc, c'était sans doute, j'imagine, l'année dernière. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce que c'est cette année. Et la mission Jeanne d'Arc, elle est armée par le régiment. Donc le régiment est parti avec donc l'état-major de la structure de commandement, plus des pions de mêlée, donc des pelotons de reconnaissance et d'investigation qui sont des pelotons VBL, renforcés par de l'infanterie, renforcés par du génie, renforcés par des éléments d'artillerie et des éléments des héros combats. Et voilà, donc du coup, tout ça, ça forme le groupement tactique embarqué de la mission Jeanne d'Arc 2024, qui cette année est parti de Toulon, a fait le tour de l'Amérique latine, a refranchi Panama, et actuellement, donc ce groupement tactique, il est entre la Colombie et les États-Unis. Ils arrivent dans quelques heures au large des États-Unis pour faire un exercice avec l'US Marine Corps de 3-4 jours avant de faire escale à Norfolk et puis de revenir vers la France en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon, Brest, et puis donc on a quelques marsouins avec des cadres qui sont partis pour 4 mois sur ce bâtiment pour vivre une belle aventure, avec une mission qui est à la fois une mission opérationnelle, où on prépositionne des capacités de l'armée de terre sur un bâtiment au cas où. Voilà, donc du coup, s'il y avait besoin d'évacuer des ressortissants d'un pays, s'il y avait besoin d'apporter de l'assistance humanitaire dans un autre pays, et bien en fait, ces capacités sont complètement adaptées à cela. Ça permet de travailler les interactions avec des pays dans lesquels on ne va pas souvent. Là, on est quand même, on a fait des interactions avec les Brésiliens, avec les Colombiens, avec le Chili, avec l'Argentine, avec la Colombie. Donc ça, c'est hyper riche. Et puis, ça permet aussi de montrer la France, parce que en fait, tout le déploiement du groupe Jeanne d'Arc, du PHA avec sa conserve, donc le bâtiment qui l'accompagne, en fait, ça a une valeur de signalement stratégique. C'est la France est capable de déployer pendant 4 mois un groupement amphibie avec un PHA dans des contrées qui sont quand même éloignés et qui ne sont pas forcément propices à la navigation. Donc ils sont passés, ils ont franchi le Cap Horn, ils sont allés dans les channels de Patagonie, ils ont franchi le canal de Panama, et ils vont aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils vont retraverser l'Atlantique. Donc c'est quand même des belles. C'est une belle mission. Hein. C'est une belle mission et avec un caractère à la fois opérationnel et aussi un petit peu hyper riche, et des échanges qui peuvent être faits avec les forces armées des pays dans lesquels on va. En parlant de volet opérationnel, ce régiment que vous commandez, c'est un des régiments c'est le régiment le plus décoré de France. Oui. Vous m'expliquiez un peu avant qu'on enregistre ce podcast aussi que il était déjà le plus décoré de France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, juste après sa création. Et ce qui est assez incroyable. Vous m'avez montré aussi cette crypte que vous avez ici au régiment où on peut voir tous les morts aussi de ce régiment. Les 19 000 morts du régiment depuis sa création il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Ouais. Ouais. C'est ce poids historique, comment on le ressent ici au quotidien, et comment vos marsouins et vos officiers se représentent ça en fait concrètement. Alors ce poids historique, au quotidien, c'est pas quelque chose qui paralyse l'action. Pour autant, pour donner du sens à nos engagements actuels, il faut qu'on puisse expliquer tous les engagements du régiment qui ont pu être vécus bien avant. Et donc déjà, ça s'explique par la compréhension et l'explication de l'histoire du régiment, avec les différents faits d'armes qui finalement sont relativement nombreux et diverses pour que chacun puisse y trouver des exemples, un peu une identification en disant ok, ça a été fait par des gens qui étaient à ma place il y a quelques années, 5, 10, 15, 20, 25 ans ou une centaine d'années, et maintenant c'est à moi de prendre leur place. Voilà, et c'est aussi donc on les sensibilise, on sensibilise tout le régiment, des jeunes officiers qui arrivent jusqu'au marsouin qui rejoint le régiment après quelques semaines de formation initiale. Et en fait, c'est aussi tout l'aspect un peu symbolique de la veillée au drapeau, de la présentation au drapeau, de la remise des fourragères, où finalement, à chaque fois, à chaque étape, on dit regardez, vous avez la chance et l'honneur de servir au régiment d'infanterie chars de marine, régiment bien décoré, après plus décoré de l'armée française. Pour autant, tout ce qu'on a l'habitude de dire, et ce que je répète régulièrement en tant que chef de corps, je dis voilà, on reste quand même des gens tous ordinaires, capables de faire des choses extraordinaires. Et finalement, quand on regarde,
les gens, les marsouins qui servent au régiment, les cadres qui servent au régiment, c'est des gens qui sont quand même somme toute ordinaires, et moi le premier. Mais collectivement, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et ça, je pense que même si de l'extérieur, c'est pas forcément perceptible, et ben, au quotidien, je me dis, waouh, on a réussi à faire des trucs que je pense peu de régiments ont réussi à faire. Et même si on est très fiers de notre titre de premier régiment de France, le régiment de plus découvert de l'armée française, en fait, au quotidien, on se dit, mais sans en faire étalage et sans faire trop de publicité, on se dit, ouais, c'est ça finalement, en fait, on arrive à réussir à remplir ce contrat qui nous est donné, à faire cette tâche qui pourrait paraître un petit peu difficile à faire, sans rechigner, avec le sourire, et puis en plus en la remplissant de façon très souvent plus que parfaite. Donc ça, effectivement, c'est une grande fierté, mais il faut quand même se rappeler souvent qu'on est quand même des gens ordinaires, capables de faire des choses extraordinaires, et cette capacité à faire des choses extraordinaires, effectivement, c'est un peu l'histoire et le poids du régiment qui pèse sur nos épaules en disant, voilà, il faut au quotidien que je sois digne de mes anciens, mais c'est aussi un peu la relation qu'on peut avoir entre les cadres et les marsouins, c'est un peu l'ambiance qui est mise au sein du travail, c'est un peu le culte de la remise en question permanente qui permet de se dire à chaque fois, ok, effectivement, aujourd'hui j'ai pas été très bon, mais demain je serai meilleur. Et puis si je suis meilleur, c'est parce que j'aurais mieux travaillé avec mon camarade, avec mon chef, avec mon subordonné, j'aurais réussi à mieux le challenger, à gagner en autonomie, en initiative, en audace, qui va permettre ensuite de monter le régiment. Ça, ce côté prestigieux, c'est quelque chose qui attire au niveau du recrutement. Quand les jeunes passent dans votre bureau si vous leur posez la question pourquoi tu t'es engagé, ça joue pour beaucoup. Alors, même au sein de l'armée de terre, c'est difficile de faire comprendre que le régiment d'infanterie chars de marine n'est pas un régiment d'infanterie. Et donc, du coup, ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup parce que même si l'acronyme du régiment est un acronyme qui pousse à l'infanterie, qui pousse aux chars de marée, aux chars, voilà, donc on s'imagine plutôt l'infanterie, plutôt les blindés. Je pense que le jeune qui rejoint le régiment, il est avant tout attiré par les troupes de marine. Voilà, donc là, un peu l'aura qui traverse autour des troupes de marine, une force d'élite, une force particulière dont la vocation est plutôt le service outre-mer, les engagements en opération, enfin donc quelque chose qui doit attirer parce que finalement c'est aussi le goût de l'aventure, c'est l'inconfort, c'est aller voir au-delà du mur qu'est-ce qu'il y a, c'est s'approprier certaines traditions, c'est connaître ou essayer de connaître les populations dans lesquelles on va être déployé. Et donc ça c'est vraiment un esprit qui est propre aux troupes de marine et qui peut ressembler à ce que peut rechercher un jeune qui rejoint l'armée de terre à l'heure actuelle. Pour autant, tous les régiments de l'armée de terre sont engagés en opération. Mais avec chacun des capacités et des esprits propres qui doivent correspondre à ceux qui doivent venir nous voir. Donc effectivement, nous, c'est avant tout les troupes de marine. Après, effectivement, c'est l'aspect plutôt blindé. Donc le combat blindé avec la reconnaissance, le choc, le feu, le mouvement, les engins blindés qu'on a. Donc le combat missile, l'aspect un peu dynamique, la prise d'initiative, l'audace, qui est allié avec l'esprit des troupes de marine et répond à ce que demandent les jeunes qui viennent chez nous. Donc allez savoir dire exactement est-ce qu'ils viennent au régiment parce que c'est le régiment le plus décoré de France. Certains par mimétisme parce que le grand-oncle ou le grand-père a servi au régiment, ils vont venir le faire. Si jamais trop, ça marche bien, mais si jamais trop un grand succès. Alors, pour d'autres, c'est oui, j'ai envie de connaître le combat blindé, oui, j'ai envie de servir dans la troupe de marine. Et puis quand ils arrivent au régiment, ils disent ah ouais, en fait c'est le régiment le plus décoré de l'armée française. Et pourquoi il a été décoré comme ça? Ah d'accord, parce qu'il a participé à ces combats-là, il était engagé en opération dans plein de domaines, que ceux qui sont encore au régiment, les anciens adjudants-chefs, enfin les adjudants-chefs les plus vieux, les majors, ou les vieux officiers rangs, ils étaient engagés dans les combats qui sont mis à l'honneur en salle d'honneur. Et du coup, ils peuvent un peu s'identifier à tout ça, et ça leur fait je pense que c'est à ce moment-là qu'on crante l'esprit, ok, troupe de marine, RICM, et le service qui... Et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a amené ici? Pourquoi ce choix? Alors moi, à titre personnel, j'ai une histoire de... Effectivement, j'ai pas mal de background militaire dans la famille. J'ai fait un parcours qui était parcours assez classique d'officier. J'ai fait Saint-Cyr, ensuite je suis parti à l'école de cavalerie à Saumur, et puis effectivement, en sortant de l'école de cavalerie à Saumur, on choisit son régiment, et puis on se dit qu'est-ce qui pourrait correspondre à ce que je sais faire et à ce que je peux faire.
Voilà, donc je vous passe le classement, il y a un choix des corps, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'à un moment, en fait, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de servir toujours à peu près dans le même régiment ou dans la même spécialité, ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui m'ouvre un petit peu sur l'extérieur, qui permette voilà, donc il y a toujours le prestige de troupes de marine qu'on peut choisir, le prestige des régiments dans lesquels on peut servir, mais également, je pense aussi la qualité de la relation qui peut être établie entre le chef et ses marsouins, le style de commandement qui est approprié, voilà, et donc tout ça, finalement, ça commence à nous façonner, et puis on se dit, ouais, moi, ce que j'ai envie, c'est de rejoindre les troupes de marine, et du coup, un régiment blindé des troupes de marine, et voilà, et du coup, après, on choisit le régiment d'infanterie chars de marine, en connaissant quand même bien la réputation, bien l'aura. On dit, est-ce que je serais digne, je serais pas digne. Bon, après, on franchit le pas, et puis 20 ans après, on commande le régiment en étant un homme heureux. Hein. Sur ces 2 années de commandement ici, c'est quoi peut-être la leçon ou l'enseignement qui vous a le plus marqué et que vous pourriez d'ailleurs partager à notre officier ou à n'importe quel soldat? Oui, alors c'est pas facile des leçons, on en a toujours plein, mais qui reposent aussi sur notre manière dont on a appréhendé le commandement. Plus que des leçons, je pense que c'est surtout une satisfaction de se dire qu'en 2 ans, le régiment a réussi à remplir tous les contrats qui lui étaient fixés, dans tous les domaines, hein, que c'était l'organique, l'opérationnel et tout le reste, et que dans les 2 ans, tous les fanions des escadrons du régiment ont été engagés en opération. Voilà. Et de coup, quand on peut se dire ça, on se dit, le régiment, il était engagé en opération, donc il a été opérationnel, donc il s'est bien préparé. Donc c'est-à-dire que finalement, tout l'alignement derrière qu'il peut y avoir entre les capitaines qui ont commandé leur escadron pour les faire monter en puissance, les lieutenants qui sont partis en centre de formation pour former leur peloton, la cohérence qui a été donnée derrière tout ça, sur le long terme plutôt par la manœuvre RH, pour dire il a fallu générer des sous-officiers adjoints dans les pelotons, il a fallu générer des officiers adjoints dans les escadrons, il a fallu générer tout d'un état-major, voilà. Donc tout l'aspect RH, c'est aligné, tout l'aspect préparation opérationnelle, et puis après tout l'aspect un peu vie courante autour, c'est bien aligné, et a permis de remplir ces missions. Et donc ça, on peut dire que finalement la cohérence qui a été mise parce que tout le monde a cherché à établir des bonnes relations dans tous les domaines a permis en fait d'engager tout le monde en opération. Et ça, je pense que c'est une bonne leçon en disant il y a tout pour que ça marche pas, mais pour autant parce qu'on fait effort sur la relation, la relation avec ses pairs, la relation avec ses chefs, la relation avec ses subordonnés, et parce qu'on arrive à faire et la relation avec son environnement. L'environnement du régiment, c'est la brigade, c'est les organismes de soutien, mais c'est aussi la mairie, c'est aussi les associations qui sont autour. Et en fait, c'est cette cohérence, cette relation qu'on développe et qu'on continue de développer. Donc, c'est pas moi qui l'ai développé, hein, c'est là. C'est dans l'histoire du régiment que ça a été développé. En fait, c'est ce maintien de cette relation, ces excellentes relations, permet que finalement, on arrive à remplir tous les défis, tous les challenges qui sont proposés au régiment avec le sourire et dans une dynamique qui est plus que positive. Et quand vous regardez un peu vers le passé, vers vos années à Saint-Cyr, à Saumur, est-ce qu'il y a un enseignement ou encore une fois des conseils qu'on vous a peut-être donnés ou que vous aimeriez partager? Avec le recul aujourd'hui d'être ici et d'avoir eu ces 2 ans de commandement. Oui, alors moi ce que je pourrais me dire, c'est que si on parle d'éducation ou d'édification au sens de j'édifie, je fais grandir, je fais progresser mes subordonnés, finalement on arrive à devenir ce qu'on est uniquement parce que nos chefs se sont occupés de nous. Voilà. Le lieutenant, il va continuer à grandir, à gagner en compétences, à affirmer son site de commandement parce que son commandant unité, donc il commande son escadron, aura poursuivi la formation qui lui a été donnée à Coëtquidan ou à Saumur. Pour le sergent, c'est pareil. Pour le militaire du rang aussi, c'est pareil. Le militaire du rang, quand on le transforme de civil à un guerrier qui est tireur dans un char ou pilote d'un véhicule blindé léger, c'est parce que derrière, entre ces 2 étapes, il a été édifié par son caporal qui lui a appris comment se tenir, comment s'habiller, comment réagir, par son chef de groupe qui est un sergent qui lui a appris comment se battre, par son chef de peloton qui s'est enquis de son passé pour essayer de trouver quelles sont les compétences qu'il avait. Voilà, tout le monde, quand un jeune arrive chez nous, au fur et à mesure, on arrive à se dire tiens, lui, je le verrai plutôt pilote de drone, lui, je le verrai bien pilote de Jaguar, et lui, il sera plutôt
tireur de missiles MMP. Alors, et donc, du coup, finalement, c'est cette espèce de cohérence qui permet de se dire, voilà, chacun gagne en compétences, chacun progresse parce qu'il y a un de ses chefs qui, à un moment, s'est occupé de lui et a cherché à exploiter au mieux ses capacités, quoi. Et je pense que ça, c'est important qu'à chaque étape de la vie d'un cadre, aussi d'un marsouin, on soit capable de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire des hommes qui me ont confiés. Et en fait, je pense qu'il faut se dire deux choses. C'est un, il faut que je me prépare à partir au combat avec eux. Donc ça, c'est l'adhésion et c'est aussi la capacité technique et tactique à pouvoir partir au combat. Et deux, c'est de se dire, je prépare la relève. Parmi les cadres ou les marsouins que je commande, dans quelques temps, certains vont me remplacer, pourront me remplacer, et ça à tous les niveaux. Hein. Le première classe remplacera le caporal-chef, le sergent-chef, le sergent-chef le lieutenant, le capitaine. Enfin, et donc tout ça, à chaque grade, on se dit ouais, qui pourrait me remplacer. Et pour me remplacer, et du coup, il faut quand même quelques années avant d'expérience, de compétences. Et voilà, et ça se fait pas de façon naturelle. Et ça, de temps en temps, il faut réprimander, de temps en temps, il faut féliciter, il faut savoir exploiter les talents et les qualités de chacun pour pouvoir finalement poursuivre cette dynamique qui permet d'avoir un modèle régimentaire, mais qui est aussi un peu quand on fait ça pour le régiment, on le fait aussi pour la brigade et pour l'armée de terre, un modèle régimentaire qui soit cohérent et qui permette d'avoir des compétences bien réparties dans toute l'unité. Pour élargir un peu, on a parlé un peu du Liban, du Moyen-Orient, les événements assez récents au moment où on enregistre cet épisode, et puis tout ce qui se passe aussi en Ukraine. Le recul aussi de la France en Afrique qui fait que l'opération Barkhane s'est arrêtée, il y a moins de déploiement à l'extérieur. Le marsouin qui s'engage en quête d'aventure, de voyage, de dépaysement, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des difficultés peut-être dans l'avenir à recruter ou à fidéliser sans ces déploiements, et est-ce qu'il y aurait une bascule vers on parle beaucoup de haute intensité depuis maintenant très longtemps, de retour à une guerre en Europe, à une guerre dure, où justement la place de la cavalerie est importante. C'est quoi le regard général que vous portez sur ça ? Alors le regard qu'on porte, c'est que le monde extrêmement mouvant, en fait, qui il y a 2 ans a pu imaginer qu'on bascule une grande partie de l'effort de l'armée de terre plutôt sur le front est de l'Europe, qu'on se désengage d'une grosse partie de l'Afrique. Et donc du coup, on reste quand même dans un milieu qui est incertain et qui réserve encore beaucoup de surprises. Pour autant, on a quand même une approche stratégique qui française, que vous connaissez bien, c'est préparer la guerre avant la guerre, c'est la capacité à anticiper, à connaître, à influencer, à préserver la souveraineté. Et le rôle de l'armée de terre dans ce domaine-là, il est quand même, il se contente pas uniquement au territoire national élargi. C'est pas uniquement l'opération Sentinelle, mais c'est aussi l'opération Harpie, c'est préserver la souveraineté ou défendre la souveraineté de la France dans des endroits qui pourraient être contestés. Et les endroits qui peuvent être contestés, typiquement, et très clairement, c'est l'Indo-Pacifique. Et donc, du coup, c'est à ce titre-là que l'armée de terre va sans doute, va même à court terme, densifier ses dispositifs en mettant un peu plus de capacité, en élargissant ses capacités, que ce soit à La Réunion, à Mayotte ou dans le Pacifique. Voilà, donc, du coup, on a cette espèce de bascule est aussi liée à l'évolution du jeu d'influence qu'il peut y avoir au sein dans le monde entier, et où des territoires qui n'étaient pas contestés il y a quelques temps peuvent être contestés à l'heure actuelle. Et en fait, pour neutraliser cette contestation, il faut déployer des forces pour assurer la souveraineté de la France sur tous ces territoires des Outre-mer. Donc ça se fait de différentes manières. Ça se fait parce qu'on a des forces armées, on déploie des bâtiments, on déploie des aéronefs, mais également parce qu'on déploie le service militaire adapté, qui est une autre composante des troupes de marine. Les troupes de marine, elles sont en grande majorité déployées aussi dans les Outre-mer, pour armer le service militaire adapté, qui est un organe de retour à l'emploi ou d'insertion dans le milieu professionnel de jeunes marsouins qui sont originaires de ces îles-là. Oui, qui véhicule aussi les valeurs de la France, et qui fait aussi c'est de l'influence aussi indirectement, et qui a une mission importante aussi. Donc les troupes de marine ont quand même de belles aventures devant elles dans les prochaines années, et ce régiment aussi. C'est quoi la
la suite pour le régiment, pour vous? Alors moi j'arrive à la fin de mon parcours en régiment et ça c'est toujours un passement au cœur parce qu'on dit que qu'on fait passer le concours de Saint-Cyr, c'est pour être dans un régiment et c'est pour commander des hommes et c'est pour partir en opération. Voilà, alors, commander des hommes et partir en opération, c'est peut-être pas fini, mais pour autant ça va quand même s'étioler petit à petit en fonction de mon parcours. Et c'est très bien parce qu'on a quand même besoin d'avoir des chefs de corps qui sont dynamiques, qui sont jeunes et qui sont pleins d'allant. Donc je pense qu'au bout de 2 ans, on met les chefs de corps. On change de chef de corps, ça permet de donner une autre dynamique au régiment, ça permet d'avoir plein d'allant, et puis il faut aussi laisser la place aux autres. Donc moi, mon avenir à court terme, il est quand même dans les états-majors, et je vais partir à Balard dans quelques semaines, donc ce qu'on appelle l'administration centrale, et où je servirai pendant quelques années. Et pour le régiment, le régiment, il va être engagé dans certaines opérations sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, pour des raisons de sécurité opérationnelle. Pour autant, vous imaginez bien qu'il va être mis à la contribution lors des Jeux Olympiques, dans des moments de force lors des Jeux Olympiques. Ça pourrait être à Paris, mais ça pourrait être aussi dans d'autres pays, dans d'autres villes en province. Et puis, il se prépare à pouvoir répondre à toutes les opérations qui pourraient être déclenchées ou planifiées par l'état-major des armées. Donc, du coup, effectivement, on continue notre transformation organique avec notre bascule, notre appropriation des différents matériels, notamment Jaguar. Dans le même temps, on se prépare à partir en opération dans quelques mois. Super. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.